Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline. Vous êtes candidat à la présidentielle dans le cadre de la primaire. À gauche, les universités d'été du MEDEF s'ouvrent ce matin à Jouy-en-Josas. Alors est-ce que vous pourriez dire, leur adresser une sorte de message, j'aime l'entreprise? Oui, moi j'aime l'entreprise, mais pas n'importe laquelle. Je la distingue selon qu'elle se soucie du bien-être de ses salariés ou pas, qu'elle paye ses impôts ou pas. Aimer l'entreprise de manière un peu candide comme ça, sans faire la distinction entre celles qui contribuent à l'intérêt général vraiment et celles qui n'ont d'autre objectif que d'enrichir un actionnaire, je pense que c'est une approche un peu naïve et candide de l'entreprise. C'était ce qu'avait dit Manuel Valls, en l'occurrence, lorsqu'il était allé à l'université d'été du MEDEF. Il avait été naïf? Naïf, en tout cas au regard des résultats qu'il a eus, oui, sans doute, puisqu'il a mis beaucoup d'argent sur la table. Il y a aujourd'hui 40 milliards d'euros de baisse de cotisations, de crédits d'impôt. Il y a un code du travail qui a été démantelé, ce sera plus facile de licencier, on paiera moins les heures supplémentaires des salariés. Pour quelle contrepartie? Pour quel nombre d'emplois? Vous savez, de ce point de vue-là, le MEDEF a beaucoup orienté le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il a aussi beaucoup orienté le quinquennat de François Hollande. Regardons son résultat. Il y a quelques centaines de milliers de chômeurs de plus comme bilan pour Nicolas Sarkozy, 1 million. Il y aura des centaines de milliers de chômeurs de plus pour le quinquennat de François Hollande. Pierre Gattaz le fait ce matin, le bilan dans les Échos. Il dit en gros, on a permis l'inversion de la courbe du chômage grâce notamment aux baisses de charges. Ça, c'est un résultat, non? Oui, il n'y a que lui qui la voit, l'inversion de la courbe du chômage. Pas les Français, pas ceux qui sont au chômage, pas ceux qui perdent des emplois, pas ceux qu'on vient de licencier. Eux ne le voient pas, cela. Et on est dans une sorte de... C'est de la pensée magique. Et aujourd'hui, il fait sa rentrée. Il annonce 2 millions d'emplois que l'on pourrait créer à force de nouveaux sacrifices des Français, des salariés, là où il avait annoncé 1 million d'emplois au début du quinquennat, tout ça n'est pas très sérieux. Donc moi je pense qu'il faut sur ces questions-là, et notamment la question de la croissance, qu'on arrête de sacrifier notre cadre de vie, notre environnement, nos droits, notre code du travail, c'est-à-dire nos conditions de vie, à quelques déciles de croissance qui ne viennent pas. C'est très présent dans votre discours. Vous dites que vous voulez vous sortir du culte de la croissance. Et il y a des gens qui vous regardent ce matin et qui disent ça fait des années qu'on nous explique que pour créer des emplois, pour sortir du chômage de masse, il faut de la croissance. Ça fait 30 ans que tous les 5 ans ou 7 ans auparavant, il y a un homme providentiel, jamais une femme pour l'instant, mais peut-être un jour, ça va venir. En tout cas, j'espère que ce sera un peu moins providentiel, qui vous dit cap sur la croissance. Et avec moi, on fera de la croissance et de l'emploi. On fait de moins en moins de croissance et il y a de plus en plus de chômage. Peut-être qu'on se trompe. Et il est assez légitime de se poser la question de savoir si aujourd'hui on fera ou pas la croissance qu'on faisait dans les 30 Glorieuses, et est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable qu'on continue aujourd'hui à brûler nos ressources naturelles, à brûler aujourd'hui tout ce qui fait notre cadre de vie, à brûler nos droits sociaux, puisqu'aujourd'hui on nous dit on va faire de la croissance, mais pour qu'on en fasse, il faut que vous ayez moins de droits, il faut qu'on puisse vous licencier plus facilement, il faut que vous soyez moins payés. Alors comment on fait pour se sortir de cette spirale-là? Aujourd'hui je pense qu'il faut poser les questions économiques de manière radicalement différente. S'inscrire dans ce qui se passe depuis des années, une faible croissance, et comment rendre cette croissance sobre en carbone et intense en emploi. Ce qui pose des questions radicalement nouvelles sur l'entreprise, le rapport au travail, la protection sociale. Sur la protection sociale, par exemple, moi je suis favorable à ce qu'on crée un revenu universel d'existence. Universel, ça veut dire que tout le monde le percevrait. Ça libère de la dépendance au travail, ça permet demain de penser l'organisation de la société différemment, de reconnaître ce qu'est la valeur de l'action bénévole, de tout ce qui n'a pas de valeur marchande aujourd'hui. Il faut fixer un cap à une société. Celle-ci aujourd'hui ne fonctionne plus. Je ne vois pas très bien quel est le rôle de l'entreprise, puisqu'on parlait du MEDEF, dans ce logiciel-là. On n'est pas obligé de parler que de l'entreprise, elle joue un rôle important. Qui crée des emplois, qui crée des richesses. Qui en détruit aussi beaucoup. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On a des rapports qui nous montrent qu'avec les nouvelles technologies, le numérique, c'est formidable. On remplace des hommes par des algorithmes. On a aujourd'hui le taxi sans chauffeur à Singapour. Uber, ubérisé en quelque sorte. On a des colis que l'on livre avec des drones. C'est le sens de l'histoire, Benoît. Oui, c'est le sens. Mais alors, il revient aux politiques d'anticiper. Que tous ces emplois détruits, où crée-t-on les nouveaux emplois? Ou alors, comment partage-t-on le travail? Moi, je pose ces questions dans le débat, plutôt que de dire avec Pierre Gattaz, comme ils se précipiteront tous aux universités du MEDEF, cap sur la croissance, cap sur la croissance. Tout ça, ça ne marche plus. Vous n'avez pas été invité? Non, je n'ai pas été invité. Mais vous y seriez allé? Je ne sais pas, je crois que le MEDEF a du mal à entendre ce que quelques-uns d'entre nous ont à dire, y compris sur ses propres échecs quand il a inspiré 2 quinquennats, celui de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande, et quand on connaît le résultat. Hier soir, les pro-Hollande se sont réunis à Colomiers. Manuel Valls a mis en garde contre la surenchère des diviseurs. Est-ce que vous vous êtes senti visé, Benoît Hamon? Écoutez, je me demandais si ce n'était pas une forme de contrition de la part du Manuel Valls. Il a, lui, beaucoup contribué cet été, une fois de plus,
à diviser le pays, notamment sur la question de l'islam. Et je vois là de sa part quelque chose d'assez curieux, une diversion un petit peu ridicule, à vouloir expliquer que ceux qui se sentent mal quand on ne parle que d'islam sont les diviseurs, quand en réalité, lui, comme Christian Estrosi, comme Nicolas Sarkozy, comme l'Armada des Le Pen, une fois encore a fait quoi? Les gens, le matin, quand ils se lèvent, ils se disent: est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que mon travail me paye assez? Comment est-ce que mes enfants vont pouvoir mieux vivre? Et on leur répond quoi? Burkini ou voile à l'université. Est-ce bien raisonnable? C'est Manuel Valls qui le répond ça en l'occurrence. Oui, où en sont vos relations avec François Hollande, Benoît Hamon? Est-ce que vous êtes un candidat anti-Hollande? Est-ce que vous êtes un candidat compatible encore avec François Hollande? Est-ce que vous le voyez encore, François Hollande? Non, je ne le vois plus. Je ne participerai pas à une forme de curé anti-Hollande. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux regarder aujourd'hui ce qui est le bilan de François Hollande. Il me semble aujourd'hui qu'il n'est plus en situation, j'en ai la certitude, pour rassembler la gauche. Or, si on ne rassemble pas la gauche, on n'est pas au second tour de l'élection présidentielle. Et dans les faits, si vous regardez ce que dit Mélenchon, si vous regardez ce que dit le Parti communiste, si vous regardez ce que dit Cécile Duflot, ce que disent beaucoup de socialistes, oui, Arnaud Montebourg et quelques autres, sur l'Europe, sur l'école, sur le modèle de développement et la prise en compte justement qu'il faut passer à autre chose que de faire du tout de croissance, sur les questions sociales, en fait, il n'aurait jamais été aussi simple d'écrire un programme commun. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Pas parce qu'il y a des gauches irréconciliables sur le fond, parce qu'il y a des personnes irréconciliables, des gens qui se détestent. Et ben moi j'espère qu'au-delà de ces détestations individuelles, on peut rassembler la gauche, et je pense être celui-là. C'est une main tendue à Arnaud Montebourg, par exemple? Oui, mais on va avancer, on va mettre des idées en débat et on verra. Et vive la démocratie. Après tout, on n'a pas inventé les primaires pour dire qu'il faut qu'un candidat. Donc vive la démocratie, et le seul juge, ce sera le peuple de gauche. Merci beaucoup, Benoît Hamon. C'est à vous, William.